16e chapitre de l'année, la plante domestiquée. La culture des plantes est extrêmement importante pour les sociétés humaines, et cela depuis plusieurs milliers d'années. En effet, elles permettent d'assurer des apports énergétiques lorsqu'elles sont consommées, mais elles peuvent également être utilisées pour nourrir le bétail, pour l'habillement ou encore pour la médecine. Comme nous le verrons, la domestication des plantes est très ancienne. Elle s'est ensuite poursuivie. Aujourd'hui, nourrir la population mondiale est un enjeu majeur. En effet, le nombre d'humains ne cesse de croître alors que nos réserves en sol cultivables ne sont pas infinies. La recherche de nouvelles variétés de plantes aux caractéristiques et aux propriétés nouvelles se poursuit donc. Cela nous amène donc à la problématique suivante. Comment s'est déroulée et comment se déroule la domestication des plantes sauvages? Première grande partie de ce chapitre, la domestication des plantes sauvages et la biodiversité des variétés paysannes. Durant le néolithique, des groupes de chasseurs-cueilleurs se sont progressivement sédentarisés. Cette sédentarisation marque le début de la culture des plantes sauvages par l'homme. La domestication des plantes a commencé il y a environ 12 000 ans, et aujourd'hui, la majorité des espèces végétales consommées dans le monde sont issues du croissant fertile, de l'Amérique centrale ou encore de l'Asie du Sud-Est. Première sous-partie, la domestication des plantes. Toutes les espèces végétales qui sont actuellement cultivées sont issues d'un processus de domestication d'espèces sauvages qui s'est déroulé durant plusieurs milliers d'années. En effet, la domestication a été permise par une succession de sélections au cours de laquelle l'homme a choisi des caractères intéressants pour la culture et l'utilisation de la plante. La plupart de ces caractères sont contrôlés génétiquement et ont donc été transmis à la descendance de la plante. La sélection exercée par les hommes sur les plantes cultivées a donc souvent entraîné une plus forte expression de certains caractères génétiques, notamment les caractères les plus intéressants pour la culture. Par exemple, l'homme a sélectionné les plants de céréales ne laissant pas tomber leurs graines. Il a également sélectionné les plants avec les plus grosses graines ou les plus gros fruits. Au cours de la domestication, les caractères sélectionnés ont souvent rendu les plants mal adaptés à la vie sauvage et bien adaptés à la vie domestique. C'est la définition même de la domestication. Deuxième sous-partie, la sélection paysanne. Après la domestication, la sélection artificielle s'est poursuivie et ce de deux manières. Premièrement par sélection des caractères intéressants, donc les hommes ont sélectionné les plants ayant des fruits de masse importante, des graines de taille importante ou des plants qui étaient résistants au froid ou encore à la sécheresse. Ce type de sélection est appelé la sélection massale et a contribué à améliorer la qualité des plants cultivés, mais cela de manière extrêmement lente. Deuxième possibilité, deuxième manière, par hybridation entre deux plants d'espèces différentes. Cette hybridation peut être spontanée ou provoquée. Elle conduit à un doublement spontané du nombre de chromosomes qui peut amener à l'apparition de caractères très intéressants. Je vous renvoie vers le chapitre 2 de l'année où on avait étudié le cas du blé, qui était issu de deux polyploïdisations, tout du moins le blé tendre actuel est issu de deux polyploïdisations. Ces deux types de sélection ont permis l'apparition d'un grand nombre de variétés paysannes. Celles-ci présentent l'avantage de ne pas avoir été sélectionnées indépendamment de leurs conditions de culture, leur permettant ainsi d'être bien adaptées à leur environnement. Deuxième grande partie de ce chapitre, la sélection scientifique et le génie génétique. Au XIXe siècle, la révolution industrielle entraîne une modernisation de l'agriculture. Les techniques industrielles nouvelles employées dans l'agriculture nécessitent la culture de végétaux bien calibrés. De plus, la révolution industrielle s'est accompagnée d'un boom démographique qui a nécessité une augmentation rapide des rendements. Les rendements recherchés ne pouvaient être fournis par les variétés paysannes. Première sous-partie, la sélection scientifique. La sélection scientifique a été permise par la découverte des lois de la génétique par Mendel. La sélection scientifique consiste à sélectionner dans une population donnée des plants possédant des caractéristiques spécifiques, puis de les faire se reproduire par autofécondation. Au fur et à mesure des générations, les plantes sélectionnées ont des qualités bien particulières et on obtient en une dizaine de générations des lignées pures qui sont homozygotes et génétiquement stables. Le problème des autofécondations successives, c'est que les lignées pures peuvent avoir une perte de vigueur et être moins rentables. Pour contrer cette perte, on peut réaliser une hybridation entre deux lignées pures possédant chacune une caractéristique particulière. Cette hybridation a deux avantages.
Elle permet un regain de vigueur, qu'on appelle également l'effet d'hétérosis. Et l'hybride peut posséder deux caractéristiques intéressantes portées par les lignées dont il est issu. Par exemple, on peut avoir un plant de tomate qui va être à la fois résistant à un champignon parasite et à la fois résistant au froid. Deuxième sous-partie, la sélection en laboratoire et le génie génétique. Le XXe siècle a été marqué par la découverte de nouvelles techniques liées au développement de nouvelles variétés de plantes. La culture in vitro, par exemple, a permis de sélectionner des individus en laboratoire et non en plein champ. Ceci est moins coûteux, plus rapide et accélère donc la genèse de nouvelles variétés. La culture in vitro offre la possibilité de générer une plante entière à partir de quelques cellules. Pour générer de nouvelles variétés, il a également été utilisé des agents mutagènes pour provoquer des mutations chez les cellules végétales. Ces mutations se présentent cependant le désavantage d'avoir des résultats complètement aléatoires. Plus tard, on a également réalisé des fusions de protoplastes, autrement dit des cellules végétales auxquelles on a retiré la paroi. La fusion de protoplastes a permis des hybridations très rapides entre des espèces différentes. L'avènement du génie génétique dans les années 70 est marqué par la découverte de molécules capables de couper l'ADN en certains endroits donnés. Ces molécules d'origine bactérienne sont appelées des enzymes de restriction. Elles ont permis, dans les années 80, de sélectionner encore plus efficacement des lignées végétales. Toujours dans les années 80, la biologie moléculaire a permis de modifier le génome de certains êtres vivants. On a pu insérer un gène d'intérêt dans le génome de cellules d'une plante. On parle alors de transgénèse. La présence du gène transféré, aussi appelé transgène, confère à la plante de nouveaux caractères. La plante ainsi modifiée est un OGM, organisme génétiquement modifié. Par exemple, le maïs BT. Le maïs est en effet attaqué par un insecte ravageur, la pyrale, qui provoque des dégâts. En transférant le gène responsable de la synthèse d'une toxine qu'on appelle la toxine BT, transfert de ce gène au sein du maïs, on a pu créer un maïs qui était résistant à la pyrale du maïs, car ce maïs produisait la toxine BT qui permet de détruire le tube digestif et le système digestif de la pyrale du maïs. Pour transférer le gène à l'intérieur du maïs, on a utilisé une bactérie qui s'appelle Agrobacterium, qui a pour habitude de transférer une partie de son génome au sein du maïs. Et donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a remplacé la petite partie du génome d'Agrobacterium par le gène de la toxine BT. Grand 3. Enjeux contemporains autour de la plante cultivée. Produire davantage de nourriture pour répondre aux besoins croissants de l'humanité nécessite entre autres de créer de nouvelles variétés de plantes. Ces nouvelles variétés devront être plus productives, diversifiées, tout en permettant une agriculture plus respectueuse de la santé et de l'environnement. Les OGM pourraient répondre aux problèmes de productivité et de détérioration de l'environnement par la culture. Cependant, ces derniers sont soumis à un débat de société. Tout d'abord, le transgène d'OGM peut être transmis à des variétés indésirables. Les effets des OGM sur la santé sont encore mal connus, même si, je le précise, on n'a jamais pu démontrer la toxicité ou la nocivité d'un OGM sur la santé humaine jusqu'à présent. Et il se pose également surtout le problème du brevetage, notamment le brevetage du vivant. En effet, certaines lois sont mises en place pour protéger les intérêts des industriels de la semence, et ces lois limitent la vente ou l'échange de semences en dehors de celles produites par les semenciers. Et donc, le problème, c'est qu'aujourd'hui, certains gènes sont brevetés. Autrement dit, certains gènes qui sont présents dans la nature ne peuvent être utilisés que par certaines entreprises.